rendu 12. 30 avril. J'ai quitté mon boulot à la compagnie de boîtes en plastique Donegan. Monsieur Donegan m'a bien fait comprendre qu'il valait mieux pour tout le monde que je m'en aille. Qu'ai-je fait pour qu'il me déteste autant? Je m'en suis aperçu pour la première fois quand monsieur Donegan m'a montré la pétition. 840 noms. Tous ceux qui avaient un lien avec l'usine, à l'exception de Fanny Girden. En parcourant rapidement la liste, j'ai vu tout de suite que son nom était le seul qui manquait. Tous les autres réclamaient mon renvoi. Joe Carp et Frank Reilly n'ont pas voulu m'en parler. Personne d'autre non plus, à part Fanny. C'était l'une des rares personnes que je connaissais qui soit capable de se forger une idée et de s'y accrocher fermement, sans tenir compte de ce que le reste du monde pouvait faire, dire ou prouver. Et Fanny ne croyait pas que je devais être licencié. Elle s'était opposée à la pétition par principe, et elle avait tenu bon, en dépit de la pression et des menaces. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il y ait chez toi quelque chose de véritablement étrange, Charlie, a-t-elle précisé. Ces changements, je ne sais pas. Tu étais un gentil gars, ordinaire, digne de confiance, peut-être pas très futé, mais honnête. Qui sait comment tu t'y es pris pour devenir aussi malin d'un seul coup? Comme tout le monde le dit par ici, Charlie, ce n'est pas normal. Mais comment pouvez-vous dire ça, Fanny? En quoi un homme aurait-il tort de devenir intelligent, de vouloir acquérir des connaissances et de comprendre le monde qui l'entoure? Elle a baissé les yeux sur son travail, et je me suis retourné pour m'en aller. Sans me regarder, elle a dit « C'était mal quand Ève a écouté le serpent et a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. C'était mal quand elle a vu qu'elle était nue. Sans cela, aucun de nous n'aurait jamais à subir la vieillesse, la maladie ni la mort. Une fois encore, je me sens maintenant consumé par un sentiment de honte. Cette intelligence a creusé un fossé entre moi et tous les gens que je connaissais et que j'aimais autrefois. Avant, ils se moquaient de moi et me méprisaient à cause de mon ignorance et de ma stupidité. Maintenant, ils me détestent à cause de mes connaissances et de ma compréhension des choses. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi? On m'a chassé de l'usine. Maintenant, je suis encore plus seul que jamais. 15 mai. Le docteur Strauss est très en colère contre moi parce que je n'ai écrit aucun compte-rendu depuis 2 semaines. C'est justifié car le labo me paie maintenant un salaire régulier. Je lui ai dit que j'étais trop occupé à réfléchir et à lire. Quand je lui ai fait remarquer que la rédaction manuelle était un processus trop lent et que ça m'énervait parce que j'avais une vilaine écriture, il m'a conseillé d'apprendre à taper à la machine. C'est beaucoup plus facile d'écrire maintenant que j'arrive à taper près de 75 mots à la minute. Le docteur Strauss ne cesse pas de me rappeler que je dois parler et écrire simplement pour que les gens puissent me comprendre. Je vais essayer de passer en revue tous les événements des dernières semaines. Algernon et moi avons été présentés devant l'Association des psychologues américains qui participait mardi dernier à un congrès de l'Association mondiale de psychologie. Je dois dire que nous avons fait sensation. Le docteur Nemur et le docteur Strauss étaient fiers de nous. Je soupçonne le docteur Nemur, qui a 60 ans, 10 ans de plus que le docteur Strauss, de tenir absolument à voir les résultats tangibles de ses travaux. De toute évidence, il y est incité par la pression de madame Nemur. Contrairement à la première impression que je m'étais faite de lui, je me rends compte que le docteur Nemur n'a rien d'un génie. Il a un esprit certes développé, mais il est continuellement en proie au doute. Il veut que les gens le prennent pour un génie. Il est donc important pour lui d'avoir le sentiment que son œuvre est acceptée par le monde entier. Selon moi, le docteur Nemur craignait un retard supplémentaire parce qu'il était inquiet à l'idée qu'un autre puisse faire une découverte comparable dans ce domaine et lui en arrache tout le bénéfice. Par contre, le docteur Strauss pourrait être qualifié de génie, même si j'ai le sentiment que ses domaines de connaissances sont trop limités. Il a été élevé dans la tradition d'une étroite spécialisation. Même pour un neurochirurgien, il a beaucoup trop négligé les aspects plus larges d'une bonne culture générale. J'ai été vivement surpris d'apprendre que les seules langues anciennes qu'il puisse lire étaient le latin, le grec et l'hébreu, et qu'il connaissait presque rien des mathématiques au-delà des niveaux élémentaires du calcul des variations. Quand il me l'a avoué, j'en ai été presque gêné. C'était comme s'il m'avait caché cette partie de lui-même afin de me tromper, en prétendant être ce qu'il n'était pas. Ce que font bien des gens, comme j'ai pu le découvrir. Je n'ai jamais connu personne qui soit vraiment ce qu'il veut laisser paraître. Le docteur Nemur semble mal à l'aise en ma présence. Parfois, quand je tente de lui parler, il me regarde d'un air bizarre et se détourne. Au début, cela m'a fâché quand le docteur Strauss m'a dit que je donnais au docteur Nemur un complexe d'infériorité. J'ai cru qu'il se moquait de moi, et je suis particulièrement sensible à la moquerie. Comment pouvais-je savoir qu'un psycho-expérimentaliste aussi réputé que Nemur n'avait aucune connaissance de l'hindoustanie et du chinois?
C'est absurde quand on pense à tous les travaux qui sont justement réalisés actuellement en Inde et en Chine, dans sa spécialité. J'ai demandé au Dr Strauss comment Némur pouvait réfuter les attaques de Rajamati contre sa méthode et ses résultats, alors qu'il n'était même pas capable de les lire. L'étrange expression du Dr Strauss ne peut signifier que deux choses. Soit il ne veut pas révéler à Némur ce qu'on pense de ses travaux en Inde, soit, et ça m'inquiète, le Dr Strauss n'en sait rien non plus. Je dois prendre soin de parler et d'écrire clairement et simplement pour que les gens ne se moquent pas. 18 mai. Je suis très troublé. Hier soir, j'ai vu Mademoiselle Kinyan pour la première fois depuis plus d'une semaine. Je me suis efforcé d'éviter toute discussion à propos de concepts intellectuels et de maintenir la conversation sur des banalités de tous les jours, mais elle s'est contentée de me dévisager et m'a demandé ce que j'entendais par l'équivalent d'une variance mathématique dans le 5e concerto de Dobermann. Quand j'ai tenté de le lui expliquer, elle m'a arrêté en riant. Je crois m'être mis en colère, mais j'imagine que je ne l'aborde pas de la manière adéquate. Quel que soit le sujet dont j'essaie de discuter avec elle, je ne parviens pas à communiquer. Je dois réviser les équations de Wrostad sur les échelons de la progression sémantique. Je m'aperçois que je n'arrive plus très bien à communiquer avec les gens. Heureusement que j'ai les livres, la musique et les sujets de méditation. La plupart du temps, je reste tout seul dans mon appartement de la pension de Madame Flynn, et je parle rarement à qui que ce soit. 20 mai. Sans l'incident de la vaisselle cassée, je n'aurais pas remarqué le nouveau plongeur du restaurant du coin où je vais dîner. Un garçon d'environ 16 ans. Les assiettes se sont fracassées sur le plancher en projetant des morceaux de faïence blanche sous les tables. Le garçon est resté là, ahuri et effaré, tenant toujours le plateau vide dans ses mains. Il semblait complètement déconcerté par les sifflets et les colibés des clients. Les cris comme « Et adieu les pourboires, Mazel Tov !» et celui-là, il n'a pas fait long feu ici, qui semblent suivre invariablement le bris de verre ou de vaisselle dans un restaurant. Quand le propriétaire est venu voir la cause de l'agitation, le garçon a baissé la tête, comme s'il s'attendait à être frappé, levant déjà les bras pour parer le coup. « Ça va, andouille !» a crié le propriétaire. « Ne reste pas planté là, va chercher un balai pour nettoyer tout ce gâchis. »« Un balai, idiot ! Il est dans la cuisine, ramasse tous les morceaux. » Et le garçon a compris qu'il ne serait pas puni. Son expression d'effroi s'est évanouie. Quand il est revenu avec le balai, il souriait en fredonnant. Quelques-uns des clients les plus bruyants ont continué de lui lancer des remarques pour s'amuser à ses dépens. « Dis donc, fiston, tu oublies un gros morceau là-bas derrière toi ? Allez, refais-nous le spectacle. Il est pas si bête, ce petit gars. C'est plus facile de les casser que de les laver. » Comme son regard vide d'expression errait sur la foule des spectateurs hilars, il se mit à leur rendre peu à peu leur sourire, et sa bouche dessina finalement une grimace mal assurée pour répondre à des plaisanteries qu'il ne comprenait visiblement pas. Mon cœur s'est serré quand j'ai regardé son large sourire hébété et ses yeux écarquillés et brillants d'enfant inquiet, mais désireux de plaire aux autres. On se moquait de lui parce qu'il était mentalement retardé. Et moi aussi, je m'étais moqué de lui. Brusquement, je me suis senti furieux contre moi-même et contre tous ceux qui le regardaient d'un air narquois. Je me suis levé en criant « Taisez-vous, fichez-lui la paix. Ce n'est pas sa faute s'il ne peut pas comprendre. S'il est comme ça, il n'y peut rien. Mais, bon Dieu, c'est quand même un être humain. » Le silence est retombé dans la salle. Je m'en suis aussitôt voulu d'avoir perdu mon sang-froid et fait de l'esclandre. J'ai tenté de ne pas regarder le garçon en réglant l'addition et en sortant sans avoir touché à mon repas. Je me sentais honteux, à la fois pour lui et pour moi. Comme il est étrange que des gens sincères et sensibles, qui n'envisageraient même pas de se moquer d'un homme privé à la naissance de ses bras, de ses jambes ou de ses yeux, n'hésitent pas à se montrer cruels envers un faible d'esprit. J'étais furieux à l'idée que, peu de temps auparavant, j'avais joué le rôle du bouffon, à l'instar de ce garçon. Et je l'avais presque oublié. Je m'étais caché à moi-même l'image de l'ancien Charlie Gordon parce que, maintenant que j'étais intelligent, c'était un souvenir que je désirais chasser de mon esprit. Mais aujourd'hui, en regardant ce garçon, j'ai vu pour la première fois ce que j'avais été. Et j'avais été exactement comme lui. Je n'ai compris que depuis peu que les gens se moquaient de moi. Je constate maintenant que, sans en avoir conscience, je m'étais joint aux autres pour rire de moi-même. C'est cela qui est le plus douloureux. J'ai relu plus d'une fois mes comptes rendus. J'ai vu l'ignorance, la naïveté puérile et la faiblesse d'esprit de cet être misérable, enfermé dans le noir, qui regarde par le trou de la serrure pour capter un peu
de l'éblouissante lumière du monde extérieur. Je vois que, même dans ma stupidité, je me rendais compte que j'étais inférieur et que les autres possédaient quelque chose dont j'étais dépourvu, quelque chose qui m'était refusé. Dans ma cécité mentale, je pensais qu'il s'agissait d'une chose ayant un rapport avec l'aptitude à lire et écrire, et j'étais certain que, si je pouvais acquérir ces capacités, j'obtiendrais automatiquement l'intelligence. Même un faible d'esprit aspire à être semblable aux autres. Un enfant peut ne pas savoir comment se nourrir ni ce qu'il faut manger, et pourtant il connaît la faim. J'avais donc été ainsi, sans jamais m'en douter. Même avec l'acuité intellectuelle que j'avais reçue, je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte. Cette journée était salutaire pour moi. Ayant vu plus clairement le passé, j'ai décidé d'employer mes connaissances et mes facultés pour participer à l'élévation de l'intelligence humaine. Qui serait mieux préparé que moi pour cette tâche? Qui d'autre a vécu dans ces deux mondes? Ce sont mes semblables. Je dois utiliser mes talents pour leur venir en aide. Demain, je discuterai avec le docteur Strauss de la façon dont je peux travailler dans ce domaine. Je pourrais peut-être l'aider à résoudre les problèmes que pose l'application généralisée de la technique expérimentée sur moi. J'ai plusieurs bonnes idées personnelles. On pourrait faire tant de choses avec cette technique. Si on a pu faire de moi un génie, que ne pourrait-on faire avec des milliers d'autres qui me ressemblent? Quel niveau fantastique serait-on capable d'atteindre en appliquant cette technique à des gens normaux et à des génies? Il y a tant de portes à ouvrir. Je suis impatient de commencer.